Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Ruba Gazal. Bonjour, Ruba, merci. Bonjour, merci de l'invitation, Denis. Donc, c'est ça, on rejoint Ruba. On reçoit Ruba Gazal. Merci beaucoup, comme je le disais, Ruba. C'est vraiment gentil que tu acceptes ces invitations-là. On est tout le temps épatés aux engagés publics. Quand les élus, comme ça, avec l'horaire, la charge, le temps, l'horaire de fou que vous avez, que vous acceptez de venir nous voir. Ben ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, vraiment. Ben, ça nous fait plaisir. Écoute, on commence souvent aux engagés publics avec un CV. Moi, j'ai vu, là, j'étais allé faire quelques petites recherches. Puis c'est drôle parce que j'ai remarqué depuis un certain temps que les wikis sont plus tant à jour que ça. Je sais pas, c'est parce que l'élection est pas loin. Je sais pas. Ouais, faudrait que j'aille regarder mon Wikipédia. Je le fais pas souvent. Sans blague, ça vaudrait la peine. Je te jure, je suis tombé sur plusieurs de mes derniers invités. Il y avait plusieurs erreurs dans leur fiche Wikipédia. Ah, sûrement. OK, bon, une autre chose à contrôler. Les gens sont moins assidus, je sais pas. HEC Montréal, tu as développé une expertise en environnement, santé et sécurité au travail. Je te tutoie, là? Oui. On se tutoie. Je ne suis pas Madame la députée. Je suis une simple citoyenne en ce moment et députée. Mais nous autres, on veut parler à la députée aussi. Bien sûr. On va commencer avec la Ruba Gazal normale. Oui, c'est ça. Donc, cofondatrice de Québec solidaire, ça, vois-tu? Oui. Moi, je l'ai appris en faisant ma petite recherche. Oui. Députée de Mercier depuis 2018. WHIP. Du deuxième groupe d'opposition. Ça, moi, c'est un rôle... Nous, on appelle ça WIPET à Québec solidaire parce qu'on aime ça féminiser. T'es la WIPET du caucus de Québec solidaire. C'est un rôle qui me fait toujours rire, puis on va en reparler parce que c'est un rôle qui t'oblige à, justement, whipper. Hein? Exact, maintenir la discipline. Il y a toute une discussion autour, justement, de l'utilisation de l'anglais dans le français depuis un petit moment. Là. C'est drôle, hein, que moi, je suis là, on va whipper. Membre du bureau de l'Assemblée nationale, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est le CA de l'Assemblée nationale du Québec et c'est uniquement des élus qui sont là, les whips de chaque parti politique. Je comprends. Donc, avec le... C'est le CA. On va regarder, par exemple, s'il y a des aménagements, il y a des rénovations à faire, les dépenses, ce genre de choses-là, les contrats d'employés, etc. Je comprends. Donc, c'est le conseil d'administration avec le président ou la présidente. Oui, exactement. Là, c'est la présidente. Par exemple, on va changer l'aménagement du Salon Bleu. Il y a toute une rénovation. Bien, ça passe. Il y a des décisions monétaires et de consultation de députés pour voir est-ce qu'on garde ça comme c'est là, face à face ou en cercle, comme dans d'autres parlements. C'est des décisions qui sont prises au BAN, au bureau de l'Assemblée nationale du Québec. OK, c'est intéressant. Merci. Vois-tu, j'apprends des choses. Depuis le temps que je fais engagé public, je devrais savoir ça. Mais en même temps, c'est la mission des engagés publics. Je pourrais aussi faire semblant que j'ai posé la question pour que nos auditeurs le sachent. Donc, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en éducation, conditions féminines, culture et communication et langue française. Exactement. Ça, c'est à jour. Non, t'en oublie pas. Mais je ne l'ai pas pris sur Wikipédia. Ah oui? Fait que c'est... Donc, tu fais des bonnes recherches. Merci, c'est gentil. Commençons avec le parcours personnel et professionnel. Là, avant de te lancer en politique, aux engagés publics, on a cette formule-là qu'on aime utiliser parce qu'on la trouve très drôle, qui est la Ruba Gazal normale. Normale. Parce qu'on part sur l'idée que les politiciens sont un peu anormaux pour se lancer là-dedans. Absolument. Il faut être un petit peu anormal pour aller en politique, mais non. on est d'accord. Donc, vas-y, par contre, on veut en savoir plus sur la Ruba normale. Oui, bien, en fait, moi, comme tu l'as dit au début, je suis membre fondatrice de Québec solidaire. Québec solidaire a été fondé en 2006, mais en fait, j'étais impliquée dans un mouvement politique depuis 2003-2004. C'est là que j'ai rencontré Françoise David, Manon Massé, François Saillant et plein d'autres personnes dans le mouvement Option citoyenne qui, quelques années plus tard, après ça, en 2006, a fusionné avec un autre parti politique de gauche, l'Union des forces progressistes du Québec. Ça, c'est la gang de Amir Kadir. Ça a fusionné ensemble, tout ce monde-là, pour dire, là, la gauche au Québec, c'est toujours chicané, il faut qu'on se mette ensemble. Fait que moi, j'étais là, dans ce mouvement-là. Puis c'est beaucoup... oui, il y a les idées qui sont importantes, le féminisme, l'indépendance, l'environnement, mais ce qui est plus important
c'est aussi les gens qui portent ces idées-là, ces idéaux-là. Puis moi, Françoise David, je suis dans la vingtaine, je lui vouais une grande admiration. Puis je me suis dit, un jour, si cette femme va en politique, moi, je vais la suivre. Pas pour devenir politicienne. Non, moi, je suis pas politicienne. Moi, je suis une militante. Ouais. C'est ça, parce que j'avais déjà un emploi aussi. J'ai une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. J'ai travaillé dans des usines, dans des entreprises comme cadre en environnement. Je suis allée chercher un certificat en santé et sécurité au travail. Donc, je travaillais dans des shops de gars, mais j'étais cadre dans des si on veut, dans les où j'ai même la dernière emploi que j'ai occupé, c'est directrice en santé, sécurité, environnement. Mais ça, c'est le côté pour gagner ma vie. Sauf qu'à Québec solidaire, j'étais impliquée comme militante de façon bénévole. Et je me suis déjà présentée en 2007 et en 2008, mais j'avais perdu mes élections. Je m'étais présentée pour Québec solidaire, évidemment. Ah, merci. Non, je m'étais présentée, ça a toujours été Amir Kadir. Moi, il avait gagné en 2008. Moi, je m'étais présentée dans Laurier-Dorion. Et à l'époque, Andrés Fontecilla, qui est aujourd'hui le député de Québec solidaire dans Laurier-Dorion, ça, c'est, pour les gens qui viennent de Montréal, c'est Villeray Parc Extension. Il était mon directeur de campagne à l'époque. Qu'on a reçu en entrevue aux engagés publics dans nos premiers, dans genre notre deuxième ou notre troisième entrevue, il y a peut-être 3 ans. Ah, je ne savais pas. J'irai écouter ça. Peut-être que je découvrirai des choses. Ben, écoutez, puis donc, c'est ça, continue. Je me suis impliquée juste pour savoir c'est qui la ruba ordinaire. Et je me suis donc impliquée dans le parti toujours comme militant pour dire, moi, je veux transformer le Québec. Je ne veux pas juste avoir une job de 9 à 5 puis rentrer chez nous puis rien faire là, ou juste sortir et tout ça. J'avais besoin de m'impliquer. Puis c'est vraiment Françoise, même en 2007, quand je me suis présentée pour la première fois, c'est elle qui m'a dit, là, Ruba, t'es impliquée. En plus, j'étais sur le comité de coordination nationale, c'est comme le CA de Québec solidaire. Et ce que certains appellent le politburo, mais il y a comme 16 personnes autour de la table. Donc, moi, j'étais impliquée là-dedans. Puis elle m'a dit, là, il faudrait que tu te présentes, il y a des élections et tout ça. Puis j'avais comme besoin de ce petit coup de pouce-là pour dire, je vais mettre ma face sur une pancarte pour une première fois. On va y revenir sur cet aspect-là parce que ça m'intéresse, mais on va finir de couvrir l'introduction avant. Tantôt, tu as parlé de santé, sécurité au travail. Écoute, puis là, je ne veux pas mélanger ma vie personnelle ma vie professionnelle avec les engagés publics, mais je travaille beaucoup sur des projets de sensibilisation au harcèlement discriminatoire dans un contexte de communication. Puis je me demandais, est-ce que c'est une expertise que tu as? Moi, c'est plus physique. C'est-à-dire qu'il y a une machine. Comment est-ce qu'on s'assure que la machine ne coupe pas la main de la personne? L'ergonomie quand on est assis, c'est beaucoup plus physique. Mais c'est vrai qu'en santé-sécurité aussi, on a amené beaucoup tout l'élément du harcèlement et de la discrimination. C'est plus les ressources humaines. Puis ce qui arrive, c'est que c'est très rarement reconnu comme maladie du travail par la CNESST parce que ça coûterait des fortunes, mais il faudrait que ça le soit parce qu'il y a des gens qui deviennent malades, qui tombent malades, pas uniquement s'ils se blessent avec, par exemple, en faisant une chute de hauteur ou en faisant une tendinite à force de travailler de façon statique devant leur bureau ou avec une machine. Là, les gens tombent malades. Ça l'est beaucoup plus reconnu aujourd'hui. On a beaucoup évolué quand même comme société là-dessus. Oui. Écoute, ça ne te dérange pas, je n'irai pas plus loin là-dessus. Je suis juste curieux parce que là, tu me parlais de ça, j'ai fait moi, je veux pas, je m'y intéresse beaucoup. Oui. J'étais curieux de t'entendre là-dessus. Écoute, à travers ton discours, là, c'est sûr que là, ce que je me rends compte, c'est qu'une ruba normale, c'est une ruba qui s'implique, là, tu sais. Oui, en fait, je vais vous dire quand est-ce que ça a commencé. C'est indissociable. Moi, je vous vois, non, je vais te tutoyer. Comment ça a commencé? C'est au HEC, je suis allée faire une maîtrise, non pas une maîtrise, un bac en administration des affaires. Je suis allée faire une maîtrise en environnement plus tard. Mais quand je suis rentrée au HEC, dans l'antre du capitalisme, j'ai décidé d'être aussi engagée et impliquée, mais comme étudiante. Je ne sais pas dans le mouvement étudiant qu'on connaît, là, d'où est issu, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois, mais plus dans une association étudiante que j'ai fondée avec des amis avec qui j'ai gardé contact encore aujourd'hui. On se voit de temps en temps. On a parti une association qui s'appelle Humanitaire, TERRE, où on a dit, ça c'est à la fin des années 90 là, que je parle, c'était pas à la mode de parler d'environnement. On dit oui, il faut faire des affaires, mais pas n'importe comment. Il faut aussi s'assurer de respecter les droits humains, par exemple, les droits des travailleurs, mais il faut aussi s'assurer de respecter l'environnement. Donc, faire des affaires, mais pas à n'importe quel prix ici. Et par exemple, ce qu'on essayait de faire à cette époque-là, c'est de faire rentrer le café équitable. Ça, c'est le café où les producteurs dans les pays en voie de développement ont vraiment
l'argent, c'est-à-dire leur juste part. Ouais. C'était Laure Varidel qui n'était pas connue à l'époque. On l'invitait. Je me rappelle, on avait même invité Michel Chartrand, feu Michel Chartrand, au HEC. La salle était pleine. Il y avait 1000 personnes. Ça devait être malade. Et c'était vraiment incroyable. Puis il insultait les gens. Puis quand il y avait des jeunes ultra capitalistes puis de droite qui essayaient courageusement de le confronter, ben il répondait. C'était vraiment magnifique. Donc, c'était cette association-là au HEC qui a fait que j'ai commencé à vraiment m'impliquer. Puis j'étais pas capable de juste, comme je te disais, de juste faire du 9 à 5. J'avais besoin. C'est là que j'ai eu la piqûre parce que je viens pas d'un milieu politisé. Moi, ma famille déteste la politique. Ah, ouais. Pour eux, c'est juste des conflits, de la guerre et tout ça, parce que je suis née au Liban d'origine palestinienne. Ça leur fait peur, c'est l'instabilité. Puis ils ont aussi peur pour leurs enfants. Fait que ça n'a jamais été quelque chose qu'on nous a inculqué. Ouais. Moi, avec ma nature, j'aurais commencé à m'impliquer même au secondaire. Mais c'était difficile, tu sais, fille d'immigrants. C'était pas facile pour moi d'y aller naturellement. Tu me fais penser à un truc, puis toi, t'es souverainiste, hein, Ruba? Oui, Bon, indépendantiste. J'imagine. Oui, c'est ça, indépendantiste qu'on dit. Est-ce que tes parents, ça leur fait peur quand tu parles d'indépendance? Bien, moi, je me rappelle, en 1995, j'avais pas le droit de vote. Et mes parents, c'est sûr que c'était un moment, même en 92 aussi, l'autre référendum, là, qui est avant, là, que tout d'un coup, il y en a un qui fallait dire oui, puis les autres, lui, il fallait dire non. exact. Mais en tout cas, tout ça, je me rappelle de ces moments-là. J'étais adolescente, mais c'était vraiment un moment où ils étaient inquiets là, pour l'instabilité. Ouais. Ma mère, je me rappelle, elle disait « Mon Dieu, on a quitté nos pays où c'était instant pour avoir la stabilité, puis là, tout d'un coup, il y a encore une instabilité. Ici. Comment ça? » Et c'est normal, c'est une réaction qu'on voit beaucoup chez les immigrants. Donc, moi, j'étais dans cet environnement-là, mais j'observais quand même. J'étais au cégep, même si j'avais pas le droit de vote, j'avais quand même une conscience, puis je regardais les débats et tout ça. Je participais pas moi-même. J'étais plus observatrice. Puis c'était pendant ce temps-là, la construction de mon identité québécoise était encore en train de se bâtir. Moi, je suis arrivée à 10 ans, puis ça prend très longtemps, là, jusqu'au début vingtaine, où là, je me disais fièrement québécoise sans comment dire, je m'octroyais le droit de dire que je suis québécoise sans sentir que est-ce que je trahis quelqu'un, est-ce que c'est ça, est-ce que tu sais, il y a comme un moment aussi mou là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a chez les enfants d'immigrants. Fait que c'est à force de connaître l'histoire du Québec, c'était l'accord de Charlottetown. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas grave. Mon Dieu. Plus que tu vas poser des questions, plus qu'on va démontrer notre mais c'est drôle parce que puis c'est gênant un peu dans mon cas. Mais je serais supposé de savoir ça encore une fois. Mais c'est drôle. Ben, moi aussi. Mais c'est drôle. Moi, c'est plus les noms qui, des fois, m'échappent. Mais... Non, mais moi, j'ai voté. Là, oui, en plus. Je pense être pas mal plus vieux que toi. Là. On ne dira pas nos âges, mais Mais moi, c'est vraiment en apprenant l'histoire du Québec, en écoutant, par exemple, des documentaires au début de la vingtaine de l'ONF, Institution canadienne, c'est là que je suis devenue québécoise, par exemple, de Pierre Perrault, Michel Brault, etc. On dit que l'histoire forme des indépendantistes ou crée des indépendantistes. Est-ce que tu as vécu un peu ce phénomène-là en apprenant l'histoire? Oui. Comme moi, j'aime beaucoup l'histoire, comme j'aime la culture. Je lis énormément. C'est comme ça, je pense que je suis devenue vraiment indépendantiste. J'avais cette curiosité-là. Puis ça aide beaucoup, oui. Écoute, j'ai déjà débarqué de ma série de questions parce que je trouvais ça intéressant ce que tu m'amenais. Je trouvais qu'il y avait des trucs qu'on devait traiter là-dedans. Puis, mais en fait, tu m'as peut-être un peu dans mes questions, tu sais, mais je voulais savoir un peu tes motivations à t'impliquer en politique. En fait, précise-nous ça. Je trouve ça intéressant. Continue, en fait. Ben en fait, je l'ai mentionné tu sais, souvent, on va dire c'est les idées qui mènent le monde. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est les gens impliqués, engagés. Comme je disais, Françoise David, qui est mon amie aujourd'hui, on a 30 ans de différence, mais c'est mon amie, elle a tellement un esprit jeune. Ben, c'est elle qui fait que je me suis impliquée en politique. Comme il y a toute une jeunesse, c'est Manon Massé. Moi, je connais Manon Massé quand elle n'était pas du tout connue, là. Quand je m'impliquais au début de Québec solidaire, même avant Québec solidaire. Fait qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont inspirés par son parcours, par son image, par qu'est-ce qu'elle est. Encore évidemment par les idées qu'elle défend, c'est sûr. Comme il y a d'autres jeunes, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, ces gens-là qui sont dans l'espace public, qui font des choses pour avancer le Québec, ben c'est une source d'inspiration. Puis moi, c'est ça qui m'inspirait. C'était pas pour faire une carrière. J'avais une belle carrière, moi, avant de venir... j'ai travaillé pendant 15 ans
dans le domaine de santé, sécurité et environnement. Là. Tu fais combien d'heures par semaine comme député? Ah, je sais pas, je compte pas. Pour ceux qui pensent que tu t'en vas en politique tu sais, que les gens vont en politique pour se rendre la vie, aller chercher un beau salaire puis se faire la belle vie. C'est tough. On s'enrichit pas. Ben, je veux dire, c'est des bons salaires là, et tout ça, mais on a des charges de ministre, etc. Mais tu sais, on est dans le deuxième groupe d'opposition. C'est 80 heures semaine. Oui, c'est un engagement. C'est pas un métier comme un autre. C'est vraiment un engagement du service public. Oui, les engagés publics. Engagement du service public. Tu fais ça quelques années. Moi, j'avais une expérience de travail. Je donne quelques années. Mais après ça, moi, j'ai démissionné de mon ancien emploi. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire la même chose si un jour je quitte? Parce que c'est vraiment quelques années. Puis après ça, on fait d'autres choses, comme Amir Kadir l'a fait, qui était médecin. Tu fais quelques années, une douzaine d'années. Puis après ça, il est revenu à la médecine. Donc, c'est pas juste un métier. C'est un engagement. C'est quoi les valeurs qui te guident? As-tu poussé cette réflexion-là? As-tu un top 3 des valeurs là, qui drivent ta vie? Ben, j'ai pas pensé comme ça, mais je vais le dire comme je le sens. La solidarité, Québec solidaire. Moi, je viens d'un milieu quand même relativement aisé, je vais le dire, dans ma famille. Même si on est une famille immigrante, mon père, quand on est venu comme des immigrants économiques. Ça, c'est ceux qui sont choisis par le Québec. Donc, même mon père, il savait pas trop. Il restait pendant 1 an. Ma mère travaillait pas. On est une famille de 5 enfants, dont une est née ici au Québec. Fait que, souvent, les gens vont penser qu'on a été dans la misère parce qu'on est immigrant, mais c'est pas mon cas monétairement. Mais par exemple, quand je dis la solidarité, c'est même si je viens d'un milieu privilégié, pour moi, c'est extrêmement important que tous les jeunes puissent avoir les mêmes chances, peu importe le milieu d'où ils viennent. Un peu comme Françoise David, elle vient d'un milieu de Outremont, père médecin, il y a des gens en politique dans sa famille, mais elle, je veux dire, quand elle parle, que ce soit à l'Assemblée nationale comme députée ou avant, c'est pour les gens qui n'ont pas de voix. Donc moi, ça, c'est des valeurs, la solidarité, la justice sociale, qui m'inspirent vraiment énormément, d'aller au-delà de notre petite vie puis de dire, ben moi, j'ai pas besoin de ça, donc je m'en occupe pas, de le faire aussi pour les autres, ceux qui n'ont pas cette chance-là puis cet privilège-là de le faire. À quoi je pense, c'est que, utilisons le mot privilège, tu parles de privilège, tu viens d'une famille que tu dis toi-même aisée. Est-ce que ça a été... Économiquement aisée. Est-ce que ça a été un enjeu dans ton militantisme auprès de tes collègues militants? À un moment donné, tu te fais reprocher d'être... Non, parce qu'on n'est pas... Quand je dis aisée, c'est dans le sens que c'est pas ostentatoire. Là, on ne vit pas dans un château, mais tu sais, c'est-à-dire que j'ai jamais senti dans ma famille que j'avais besoin de... Tu sais, que j'aurais eu un manque ou quelque chose comme ça. Mais ma famille, eux, puis j'en parle pas, tu sais, on n'en parle pas, là, les gens s'en rendent pas compte. Les gens voient que c'est ce qui transparaît par mon nom puis par mon physique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus que je suis une enfant d'immigrants, puis souvent on associe que les immigrants, donc, tu sais, c'est la pauvreté et tout ça, mais c'est pas ça, parce qu'on en choisit au Québec pour venir, tu sais, travailler et tout ça. C'est pas juste une source, c'est une source d'enrichissement. Les immigrants, c'est pas juste une source d'appauvrissement collectif, parce que faut qu'on les aide à se loger et tout ça. Mais il faut faire ça, c'est super important, mais c'est quand même diversifié et c'est varié. Attends, ce discours-là, tu l'entends pour vrai? C'est si présent que ça, le discours que l'immigration pourrait appauvrir la collectivité? Je pense pas, moi. C'est rare qu'on entend ça. C'est plus comme, par exemple, quand tout le débat qu'il y a sur le chemin Roxham, où les gens viennent... C'est ça, exactement. Parce que les gens mélangent tout. Oui, voilà. OK. C'est parce que ceux qu'on voit, c'est les immigrants, réfugiés qui demandent de l'aide humanitaire, et c'est normal. On a signé des conventions et il faut qu'on on veut y répondre. Puis en même temps, c'est comme Caroline Dawson. Elle est venue réfugiée, puis elle a été logée dans un hôtel, probablement aux frais de l'État, parce qu'elle est venue du Chili réfugiée, puis aujourd'hui, c'est une autrice et c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Mais il y a toutes sortes d'immigration, puis des fois, on amalgame tout, c'est mal compris. Ouais. Et c'est un peu ça que je voulais dire. La pression, tu sais, c'est drôle, j'en parlais avec mon chef d'Éragie l'autre fois de Roxham, tu sais, puis ce qu'on convenait, c'est que la pression que ça met justement sur la collectivité, sur les services publics et tout ça, ben, elle est mal répartie. Cette pression-là est mal répartie dans un grand pays comme le Canada. Tu sais. C'est ce qu'on convenait. Mais moi, je trouve que globalement,
le principe d'immigration a quand même fait ses preuves comme principe d'enrichissement collectif. Bien sûr. Ça, pour moi, c'est pas j'ai pas l'impression que c'est un débat qui est si... Tu sais, quand on n'est pas dans les années 40, là. Non, exactement. Ouais. Mais il y a comme un discours ambiant qu'on entend un petit peu. Dans la vie de tous les jours, là, les gens sont respectueux, c'est pas à feu et à sang. Peut-être que je suis trop dans les chambres d'écho, je le sais moi pas. aussi qui est dans une autre chambre d'écho. C'est pour ça que je te posais réellement la question tantôt. Non, mais dans le C'est quelque discours, chose on que le sent. t'entends, là. Alors, dans le discours, je veux dire, il y a eu une campagne électorale où un ministre qui est aujourd'hui ministre qui dit que les immigrants ne travaillent pas. Je veux dire qu'un ministre dit ça. Là, après ça, il a été comme démis, mais il est encore ministre. Pas de l'immigration, il est ministre du Travail ou de l'Emploi. Là, je mélange les deux. Donc, c'est une menace. Fait qu'il y a comme un discours qui est fantasmé, qui veut importer ce qui se passe ailleurs en Europe. Mais c'est ce discours-là qui est dangereux, plus que la réalité. Oui, je comprends. Je comprends ton point. C'est vrai qu'on a encore des soubresauts de ce genre de discours-là, des fois. Écoute, je pense que tu t'as un peu couvert cet aspect-là. C'est drôle, là, je suis en train de regarder mes notes. Ça, c'est moi. Là. C'est comme quand je fais des entrevues. Des entrevues, même pour mes emplois, j'en ai fait plusieurs. Puis souvent, les gens sont là, puis là, ils sont comme gênés, ils n'ont plus de questions. J'ai répondu à tout. Faudrait que je me taise et que j'écoute l'animateur. Dites-lui quelqu'un, je me tais, je vous écoute. Je t'écoute. Écoute, OK. Dans ce cas-là, parlons de comme cofondatrice de Québec solidaire. C'était quoi tes aspirations initialement? Oui, j'ai parlé, c'est vrai, la question, c'était les valeurs, puis on est rendu à... En fait, tu m'en as nommé une seule. C'est ça. Solidarité, justice sociale, pour moi, c'est important. Justice sociale. Oui, justice sociale, comme je dis, les inégalités, des richesses. Moi, ça vient me chercher. Je veux que tout le monde... Justice sociale. Exactement. Puis aussi, il y a un mot qu'on n'utilise pas, je ne sais pas si c'est une valeur, mais le bien commun. Hier, il y avait des gens qui faisaient la grève là, de l'Université de Laval, ici à Québec. Puis, c'est écrit « L'université, un bien commun ». Mais le bien commun, c'était ça aussi l'idée initiatrice de Québec solidaire, puis qui, moi, est venue me chercher. L'environnement, les forêts, la faune, la flore, c'est des biens communs, l'eau. L'environnement, c'est quelque chose qui te touche beaucoup. Exactement. C'est pas une valeur, c'est l'environnement, mais c'est le fait que ce soit un bien commun qui appartient à tous, qui appartient à tout le monde. Préserver le bien commun. Oui, ça, c'est des choses aussi, puis en faire bénéficier à tout le monde. Fait que ça, tout ce qui est collectif, ça, c'est très, très important pour moi, surtout encore plus aujourd'hui où on est dans un monde individualiste. Donc, très important pour moi. C'est pour ça que je suis en politique. Puis c'est pour ça que tu es à Québec solidaire? Et c'est pour ça que je suis à Québec solidaire. Québec solidaire est un peu comme le porteur de ce combat-là? Oui. Est-ce que je suis en train de te mettre des mots dans la bouche? Non, j'aime beaucoup ça. Oui, la réponse, je voulais faire court parce que je parle beaucoup, mais... Oui, l'entraide, de porter la voix des gens qui n'ont pas ce privilège-là. Tu sais, il y a plein de monde dans le monde médiatique, à l'Assemblée nationale aussi. Je veux dire, on est privilégiés. C'est un privilège là, d'être parmi les 125 individus, là, personnes sur 8 millions de personnes qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, il faut l'utiliser comme il faut, ce privilège-là, parce que... Mais c'est une grosse responsabilité. Ça pèse-tu des fois? On le fait ensemble. Moi, parce que c'est vrai que des fois, comme député, les gens nous interpellent. Puis à un moment donné, il y a mon attaché responsable de mon agenda qui me dit « Ruba, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment aller là? Tu sais, tu peux aussi prendre congé puis pas y aller. Ouais. » Puis ça, c'est important comme rappel de dire « Mon Dieu, le monde va s'arrêter. » C'est pas vrai. Il faut être plus humble que ça. Le monde ne repose pas sur les individus. Puis c'est le fait de le faire ensemble, tu sais, en équipe. Là, on était 11, on est devenus 12 députés à l'Assemblée nationale, mais c'est pas juste ça. Il y a aussi les membres de Québec solidaire. Tu sais, il y a comme une famille. Puis moi, j'aime ça, ça me nourrit. Parce que juste, tu sais, des fois, on est à l'Assemblée nationale, puis on parle. Puis au Salon Bleu, ça, les gens le voient pas, mais les gens écoutent pas vraiment. Tu sais, il y a plein de moments où, comme député, on prend la parole. Et on parle tout seul. On s'en rend compte. Je peux te donner le point de vue de loin. Là, moi, comme observateur extérieur, on le voit. Là, des fois, il y a tout le temps des petites scènes où, ne serait-ce que des fois des infoman qui nous montrent ce qui se passe ailleurs là, pendant que le spot caméra. est sur. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bon. Sauf qu'en même temps, fait que là, tu dis, c'est pas intéressant. Personne qui m'écoute, il y a le président, tu essaies de le regarder pour avoir un humain qui te regarde.
Mais ce qu'il y a en arrière de notre tête, puis en arrière, c'est les gens les mouvements sociaux, tu sais, les féministes, par exemple. Quand je parle de féminisme à l'Assemblée nationale, je vois l'histoire, je vois Françoise David, mais je vois aussi toutes ces personnes qui nous interpellent puis qui disent, il faut que vous parliez de ça, parlez de ça, parce que c'est important, les mouvements sociaux, les gens qui travaillent dans nos secteurs services publics. C'est ça qui nous porte, puis c'est le privilège qu'on a de parler au nom de ces personnes-là pour que cette voix soit entendue, sinon elle ne le serait pas. Tantôt, tu nous as parlé de ton rôle de whippet de Québec solidaire. Moi, ça, c'est un rôle qui me fait rire parce que ça vous demande d'être... ça demande quelqu'un qui a une bonne rigueur, là, je pense, pour driver tout le monde comme ça. En fait, il y a deux choses. J'aimerais, dans un premier temps, que tu nous expliques c'est quoi le rôle d'une whippet à Québec solidaire, par exemple. Mais il y en a dans d'autres parties des whippets. Ça va faire vraiment plaisir à Manon. C'est Manon Massé qui appelle whippet, puis maintenant, c'est rendu mon surnom. Ça pourrait devenir le titre de l'épisode. Ben oui. La whippet de QS. Whippet de QS. J'aurais dû apporter des whippets. Je l'ai fait une fois au caucus. Oui. C'était pour rire. Donc, en fait, la première chose, tous les whips sont au bureau de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est là que se prennent des décisions budgétaires. Ils sont tous au CA. Oui, exactement. Okay. Ils sont tous au CA, mais il y en a d'autres, mais c'est leur rôle principal. Après ça, en fait, l'objectif, c'est de maintenir la discipline, c'est-à-dire de s'assurer, parce que le temps, là, il est chronométré là, à l'Assemblée nationale. Chaque seconde, on le sait, c'est important le temps. Donc, on s'assure que les députés soient présents, s'ils ont une commission, si à la période de questions, au Salon Bleu, qu'on soit tous présents pour avoir quorum, etc. C'est toi qui as le mandat de rapatrier. Quand on a des réunions. Oui. Rapailler. Oui, exactement. Tout le monde. C'est ça, de les appeler s'ils sont pas là, quand on a une réunion, n'importe quoi, d'être là à l'heure présent. C'est comme on maintient la discipline. Ça, c'est comme la partie souvent connue de ce rôle-là. Mais moi, comme gestionnaire, ça m'a beaucoup aidé mon emploi de gestionnaire dans les entreprises avant. Gérer une équipe et tout ça, ça m'a aidé pour faire ce travail-là. Il faut être vraiment organisé. Il y a beaucoup de demandes de toutes sortes de comités. Par exemple, le comité zéro harcèlement à l'Assemblée nationale. Le comité qui veut s'occuper de quoi, par exemple? J'ai pas d'exemple. Des conditions de travail de façon plus large. Fait que là, est-ce que c'est... Par exemple, moi, je peux être là-dessus. Fait qu'il y a énormément de courriels, énormément de rencontres, énormément d'organisations, des réponses, des choses à amener en caucus. Donc, il y a comme tout un travail aussi de gestion. Puis ça, c'est des choses que les gens ne le savent pas. Même les députés qui se présentent et qui arrivent, qui deviennent députés, ils sont aussi gestionnaires d'une équipe. Par exemple, dans leur comté, ils ont des employés. Puis ça, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Souvent, il y a des gens qui ont travaillé seuls. Ils le savent pas. Mais pour la whipperie, en plus, on a un cabinet. J'ai un cabinet avec des employés à l'aile parlementaire. Évidemment, il y a aussi mes employés dans mon comté, dans Mercier. Tu as un budget d'équipe complémentaire spécifiquement pour ça. Fait que c'est beaucoup aussi les ressources humaines. C'est comme dans n'importe quelle équipe de travail. Là. Toi, tu travailles seul. Là. Je sais pas si des fois, tu te chicanes avec toi, tu n'as pas besoin de ressources humaines. Mais quand on est une grande organisation où il y a des équipes de travail, il y a des employés, il y a l'employeur et tout ça, il y a tout aussi les ressources humaines. Moi, j'ai ma directrice de cabinet gère ça pour s'assurer que tout se passe bien, s'il y a des conflits, les questions salariales. Puis nous, en plus, on a quelque chose d'historique à Québec solidaire. On a un syndicat. Nos employés sont syndiqués. Ça s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec. Fait que moi, c'est ma charge d'être sur le comité de négociation. Qu'est-ce qui va arriver le jour où vos employés vont faire grève? Ben ça s'est bien passé. Ça est arrivé? Non, c'est jamais arrivé. C'est depuis 2018. Ça arrive, il y en a certains d'entre vous, comme là, toi, tu vas avoir le rôle de boss. Ben oui. En fait, on est boss. Quand on est député, de facto, ça, les gens ne le savent pas, ils sont boss d'une équipe. Ils ont des employés, qu'ils soient syndiqués ou pas, ils sont des boss d'une équipe. Mais là, il faut que je fasse un peu de mille là-dessus. C'est trop drôle. Comment tu vas réagir le jour où tu vas te retrouver à être obligé de faire des choix déchirants? Vas-tu... Tu sais, parce qu'en même temps, tu as ton image à gérer. Quand je dis, tu as une image qui est associée à ce qu'on attend d'un élu Québec solidaire. Ouais. Fait que là, c'est comme méchant duel intérieur. Puis c'est pas juste moi, évidemment, parce que c'est une association d'employeurs, chaque député. Là, c'est toi qui es là. C'est ça. Et, ben, en fait pour nous... Vous devez en avoir parlé entre vous. Là. Ben oui, mais on négocie avec nos employés. Nous, on est très, très solidaires. Là. Je veux dire, c'est la même... Juste hier, je parlais des profs de l'Université Laval. On était solidaires
solidaire avec eux. Il y a aussi les employés de la cafétéria, hein, les employés de la cafétéria de l'Assemblée nationale ont fait 2 jours de grève. Là, je sais pas, ils vont voir s'ils continuent ou pas. Ben nous, à Québec solidaire, tout le monde, et nous, les employeurs, c'est-à-dire les députés, donc les élus et les gens qui sont des directeurs et des chefs, et les employés, tout le monde, on a boycotté la cafétéria parce qu'on est solidaire. Donc, nous, on fait des négociations, on s'assure que nos employés soient heureux avec le budget qu'on a. Mais puis, on le sait pas, c'est pas arrivé. Fait que on le sait pas. Mais quand même, vous n'avez pas encore, vous êtes pas... Il me semble que c'est quelque chose que vous devriez préparer au cas que ça arrive. Vous devriez vous faire un petit plan là, entre boss de QS pour dire comment on va réagir le jour où il va y avoir un clash public. Tout est possible. Ça fait partie aussi des négociations. Puis nos employés le savent, là, que c'est un pouvoir qu'ils ont de pouvoir faire la grève et tout ça. On le gérera. C'est bizarre. Parce que là, la gestion de l'image, tout moi, ça me fascine. Tantôt, quand on a commencé, j'avais chaud. Puis là, je suis allé ouvrir la fenêtre. Est-ce que tu as froid? Non, moi, je suis parfait, très, très bien. Parce que moi, je le sens, mais je n'ai pas... La discussion me donne chaud. Fait que moi, j'avais pas chaud. On reste comme ça. On est dans l'action. La discussion me réchauffe. Le truc sur comme WePet, là, je te demande de quoi puis qui va te mettre dans l'embarras, c'est qui ton collègue le plus indiscipliné, celui qui te donne le plus de travail, de plus de fil à retordre. Tu veux vraiment qu'il y ait des conflits? C'est moi qui est supposé régler les conflits, puis là, tu veux qu'il y ait des conflits dans notre équipe. Profite-en pour y envoyer un petit message. Ben, en fait, je vais le dire avant, Andrés Fantasilla, Andrés que j'aime d'amour, qui a été mon directeur de campagne, mais il s'est amélioré. Est-ce que c'est grâce à moi? Je le sais pas. Faudrait lui demander. Faudrait, tu sais, tu dis que tu l'aurais invité il y a 3 ans, faudrait que tu le réinvites. Ben, c'était pas moi, c'était LP qui l'avait, c'était Louis-Philippe qui l'avait interviewé, mais j'aimerais ça, oui. Ben, en fait, oui, réinvite-le. Mais Andrés, il arrivait, tu sais... je vais le dire, là, moi j'ai le droit, je suis arabe, fait que lui, tu sais, c'est un latino, fait que des fois il est un peu plus soft, disons, sur les heures et tout ça. Amir Kadir aussi était comme ça. Là, je fais de l'essentialisme, je le sais, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Mais moi j'ai le droit. Mais pour vrai, il est maintenant, des fois, il est le premier arrivé dans des rencontres et tout ça, puis là, il me regarde, là, je suis là. Mon Dieu, Andrés est là. Fait qu'il s'est amélioré avec le temps. Il y avait cet enjeu-là, mais là, ça s'est réglé. Merci d'avoir répondu. Ça fait plaisir. Je pense pas que c'était très, très impliquant. Là. Je pense que André, ça, c'est ce sens de l'humour-là. Oui. Pourquoi la protection de l'environnement, c'est si important pour toi? Tu as commencé à nous en parler tantôt, mais surtout, je voudrais savoir, tu sais, on le comprend là, aisément pourquoi c'est important aujourd'hui, puis c'est de plus en plus convenu, je le souhaite en tout cas. Mais comment ça se traduit dans ton implication et ton action politique? Mais moi, j'ai fait une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke en 2001. Donc, ça faisait longtemps. J'ai pas un bac en sciences et tout ça. C'est une maîtrise multidisciplinaire. Puis quand j'étais au HEC, c'est là que ma conscience environnementale a émergé. Aujourd'hui, les jeunes, c'est dès la maternelle, là, très jeunes, ils ont cette conscience-là. Puis il n'y avait pas cette urgence comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle existait chez les scientifiques, mais elle ne s'était pas répandue partout là, dans la population, ni pour moi. Aujourd'hui, là, vraiment, des fois, je fais pas de l'anxiété comme les jeunes, là, souvent, le vivent, mais je comprends ça. Tu sais, à chaque fois qu'on est au courant puis qu'on écoute ce que les scientifiques nous disent, je suis vraiment, vraiment inquiète. Tu sais, peut-être, nous, pendant plusieurs années, on va s'en sortir. Tu sais, il y a d'autres pays, il va y avoir des migrations, des gens qui vont venir, des réfugiés climatiques, il va en avoir de plus en plus. On le voit juste avec la température. Avant, quand on disait « Ah, mon Dieu, il fait très chaud, c'est les changements climatiques », on se faisait taper dessus. Maintenant, c'est rendu convenu. C'est la réalité. Puis à chaque fois qu'on y pense puis qu'on y réfléchit, ça peut nous étourdir personnellement. Même donc, une action. L'admet. Oui, c'est ça. Mais lui, en tout cas, oui, je vais le laisser. Tu l'inviteras. Fais attention avec les déclarations dans les balados. Là, tu l'inviteras, il parlera pour lui-même. Donc, bravo, il le reconnaît. Mais c'est pas juste une reconnaissance convenue. À chaque fois que je lis des rapports scientifiques, le GIEC, par exemple, c'est vraiment extrêmement inquiétant, surtout quand on le sait que, tu sais, on a juste quelques années pour dire est-ce qu'on va être capable de renverser. Tu sais, tu le sais, tout ça, là, je ne vais pas le répéter. Mais moi, c'est vraiment cette conscience-là, je l'ai eue quand j'étais au HEC, quand je lisais Laure Varidel. Ça a été une inspiration pour toi, hein, là? Oui.
oui, vraiment. Quand elle en parlait, elle était parmi les premières à parler du commerce équitable, à parler de, tu sais, puis de faire des liens entre l'environnement. C'est pas juste l'environnement puis les arbres tout seul, c'est notre relation avec l'environnement puis pourquoi c'est important pour nous, cette terre qui nous nourrit et tout ça. Fait que il y a comme un lien aussi, c'est le lien avec l'humain. C'est pas juste l'environnement tout seul, parce que la planète, elle va survivre. C'est plus pour nous qu'on est inquiet. Puis, mais moi, je suis une fille n'importe quoi dans la vie qui me stresse ou qui me rend anxieuse. Mon remède, c'est l'action. Okay. Tu sais, là, je vais peut-être rentrer dans les balados. Je vais rentrer dans peut-être quelque chose de personnel. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai 45 ans, ça me dérange pas, je dis mon âge. Parce que en politique, c'est bien pour les femmes d'être plus vieilles. Mais c'est un autre sujet. Je suis jamais été aussi fière d'avoir 40 ans qu'en 2018 quand je me suis présentée. Tout le monde pensait que j'étais beaucoup plus jeune. Alors que ça m'angoisse de vieillir, mais bon. Et j'ai pas eu d'enfant, mais c'est pas par choix. C'est vraiment, moi, j'ai essayé d'avoir un enfant, j'ai été mariée longtemps, j'ai passé par tout le kit, là, toutes les affaires qui est possible et imaginable pour avoir un enfant. Mais avant, quand j'arrivais pas à tomber enceinte, je vivais une angoisse, mais horrible et terrible. Mais après, quand j'ai commencé un processus en me disant, garde, je vais faire ce que je peux, puis après ça, le résultat, ben, peu importe ce qui va arriver. Puis ça a duré comme quelques années, puis 3 ans, puis ça a été comme ces 3 ans-là qui sont angoissantes. Moi, comme j'étais dans l'action pour essayer de tomber enceinte, ça me faisait du bien parce que je disais, garde, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, puis après ça, au moins, je pourrais pas dire, j'ai pas essayé. C'est quoi? Tantôt, je faisais une blague là, pour le titre, mais ça va être ça le titre. L'action comme remède. Ouais. J'adore. C'est tellement en lien avec les engagés publics. Là. C'est exactement... C'est un alignement dans nos valeurs complètement. Moi, je le ressens. Je l'ai dit parce que je le ressens. C'est même pas une... J'ai jamais pensé. C'est la première fois, je pense, que je le dis. T'as l'air un peu combattante. Puis tantôt, quand j'ai parlé d'Éric Duhem, t'as eu le goût de partir là-dessus. Puis là, j'ai dit, mets-toi pas dans le trouble. Tu te mets dans le trouble avec des déclarations dans les balados. Merci des de me protéger. Ouais, ben, je t'amène... Tu vas voir pourquoi je te dis ça. C'est pas pour te protéger, c'est juste pour te réexposer. Il y a eu... T'as participé à un balado qui est commandité par les Oui Québec dernièrement. Puis là, bon, scandale ou pas scandale, t'as fait une déclaration, je sais plus trop, on va clarifier ça un peu là, pour les auditeurs. Malheureusement, je la répète parce que je parle de quelque chose que j'ai pas écouté. Fait que là, certains vont me dire bravo, là, comment t'aurais pu au moins l'écouter avant d'en parler. Mais c'est parce que j'ai lu une lettre ouverte. T'es pas le seul, je suis sûr qu'il l'a pas écouté. C'est 1h15. Bon, mais il y a un petit moment où t'as fait de quoi, là, t'as dit quelque chose parce que là, les indépendantistes il y en a qui étaient fâchés. Là. Mais là, j'ai lu une lettre ouverte de Mégane Perry-Melançon qu'on a reçue aux engagés publics. Moi, j'ai fait une entrevue avec elle. Que j'adore d'ailleurs, qui disait, OK, elle écrit un texte où elle te reproche d'avoir exprimé une détestation envers les politiques du Parti québécois. Puis, te reproche aussi d'avoir accusé le parti de trier les vrais Québécois, avec des guillemets, des autres. Puis là, sans nécessairement apporter de preuves, donc comme si c'était une accusation gratuite. Et elle parle aussi elle critique aussi ton choix d'appuyer le NPD plutôt que le Bloc québécois, qui est un parti fédéraliste. Tu nous as dit tantôt que tu étais souverainiste, indépendantiste, qui s'oppose à plusieurs combats du Québec. On parle du NPD, évidemment, dans ce contexte-là, évidemment pas de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu me partager un peu tes réflexions? En lisant cette lettre ouverte-là de Mégane, à quoi tu as pensé? Puis si tu avais peut-être la possibilité de lui répondre, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bien, tu as dit que tu l'aimes. Moi, j'aime beaucoup aussi Mégane. Puis c'est comme ça qu'elle commençait. On a été ensemble aussi à l'Assemblée nationale. Puis on continue, hein, parce qu'elle est porte-parole femme. Un peu comme dans le temps quand Amir Kadir était seule élue à l'Assemblée nationale, Françoise David était la porte-parole extra-parlementaire. Donc, Mégane joue un petit peu le même rôle que Québec solidaire. Nous, on faisait avant, puis on se le faisait rapprocher. Mais moi, je trouve ça génial. Et en fait, dans la balado aussi, j'avais dit... Il y a un discours dans le Parti québécois qui n'est pas porté par tout le monde. Par exemple, Sylvain Gaudreault ou Véronique Yvon ne le portent pas du tout. Et j'aurais pu ajouter Mégane aussi, Perry-Melançon. Mais je pense pas que sa réponse était personnelle, elle était pas personnelle. Non, mais c'est important quand même de le dire. Ouais, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le Parti québécois. Comprends. J'avais vraiment mentionné quelques élus avec qui j'ai siégé, puis pour qui j'ai beaucoup de respect. Et Mégane en fait partie aussi. Mais c'est ça, c'est pas de le personnaliser, c'est vraiment dans un discours ambiant. Tu sais... Moi, j'ai vécu un traumatisme dans ma vie, là, mais ça, c'est trop gros, là, comme c'est une image. En 2007, tout l'épisode des accommodements raisonnables.
où il y a toutes sortes de choses qui se disaient sur les immigrants. Puis là, moi, à ce moment-là, tu sais, tous les épisodes là, de la cabane à sucre, tout ça, là, les gens, en tout cas, ceux qui... Ça fait 16 ans, là. Oui, c'est ça. Mais c'était quand même exact. Puis ça a commencé là, pour moi, comme une coupure entre la majorité et les minorités. Mais pas dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, là, ça se passe bien. Puis quand les gens se regardent dans les yeux, ça se passe vraiment bien au Québec. On est chanceux. On va finir par parler de systémique, là, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Ouais. Mais dans un discours ambiant, c'est là que ça a commencé que des choses pouvaient être dites publiquement. Puis c'est là qu'il y a eu une coupure entre la majorité et les minorités. Tu sais, je peux dire que moi, je fais partie quand même des minorités racisées, femmes, tu sais, Ruba Gazal, on le sait, là, que ça vient d'ailleurs et tout ça, puis faire partie du grand nous. Puis là, il y a eu une coupure, puis petit à petit, après ça, il y a eu l'épisode de la Charte des valeurs du Parti québécois, parce que le Parti québécois, avant, c'était le nationalisme civique qui était défendu. Puis, tu sais, ça venait de tout un héritage là, de Camille Lorrain qui voulait intégrer tous les immigrants, comme avec la loi 101. Il y avait Gérald Godin qui a fait énormément de travail dans le comté de Mercier, donc le comté où je suis députée, que je représente aujourd'hui, avec les communautés immigrantes de l'époque qui ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est les Français de France, mais c'était les Grecs, les Portugais. Il a fait un travail extraordinaire. Puis ça, moi, je me sens héritière de ce discours-là puis de ce que le Québec porte, au-delà des partis politiques puis de la partisanerie. Puis il y a eu une coupure à ce moment-là, Charte des valeurs, et après ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui où celui qui tape le plus fort sur les immigrants est celui qui aime le plus le Québec, alors que c'est le contraire. Pour moi, l'indépendance, pourquoi je suis indépendantiste, c'est pour cette unité nationale, pour unir tous les Québécois ensemble dans un projet commun avec la langue française, avec la culture pour qu'on fasse, comme je disais, là, quelque chose de comprendre. Ça, je comprends. Puis moi, personnellement, je suis en arrimage avec toi là-dessus. Je pense que c'est la seule façon, même pour la langue française, on parle de sauver la langue française. La seule façon, c'est de justement franciser les immigrants que qui attendent en ligne pour les bras grands ouverts, puis qu'on accueille notre monde, puis j'allais utiliser le terme onboarder, ça va bien, tu sais. Ben oui, c'est québécois, c'est pas grave. Embarquer tout le monde, tous les nouveaux Québécois dans ce principe-là, parce que si ils se sentent exclus, on n'est pas à veille de la sauver, la langue française. En ce moment, il y a des jeunes immigrants qui me disent, qui commencent à pas aimer, tu sais, ils parlent français et tout ça, puis ils ne se sentent pas inclus, puis ça les blesse. Il y a un discours ambiant qui les blesse avec des sous-entendus. Moi, c'est parce que tu parlais du PQ, je vais te le dire. J'ai l'impression que tantôt tu nous parlais d'un ministre de la CAQ. C'est un discours qui est porté... de ramener ça au truc que tu as amené chez les gens de Oui Québec. J'y arrive. Il y a un discours, parce que quand j'ai répondu quand j'ai fait la balado, ça faisait pas longtemps qu'il y avait la publicité là, que le chemin Roxham, c'est comme rentrer dans un tout inclus du Bloc québécois. Moi, dans ma vie, j'ai très souvent voté pour le Bloc québécois. C'est pas chic. J'ai très souvent voté pour le Bloc québécois jusqu'en leur conversion là, en 2011. Ouais. Et j'ai aussi voté pour le NPD. Puis j'étais fâchée contre le Bloc québécois. Et je le sais qu'il y a des gens même à l'interne du Bloc québécois, ils me l'ont pas dit, mais je le suis certaine, connaissant ces personnes-là, qui n'étaient pas très à l'aise avec ça. Non, c'est maladroit. Non, c'est maladroit. Mais c'est pas comme la première fois, tout d'un coup, une erreur dans l'histoire. Il y a tout un discours ambiant. Puis c'est vrai que, tu sais, comme Mégane dit, ouais, mais t'interprètes, oui, mais ça fait comme longtemps que ça dure. Puis cette coupure-là, moi, je la fais à partir de 2007, puis c'était l'ADQ. Fait qu'il y a tout un discours de nationalisme identitaire plus fermé pour protéger notre culture, alors que c'est le contraire. On ne va pas commencer à dire aux femmes, faites plus d'enfants pour protéger la nation québécoise. Il faut faire avoir des immigrants, puis pour qu'on puisse faire avancer la cause du français et du Québec, ben il faut que ces immigrants-là trouvent que le Québec est sexy, parce que qu'est-ce que tu veux en ce moment, là? En ce moment, le Québec n'est pas indépendant. Si on était indépendant, c'est pas grave. Je veux dire, on peut dire des choses. Ça devient normal. Les gens arrivent au Québec. Mais les immigrants, quand ils arrivent au Québec, comme mes parents, ils n'arrivent pas au Québec. Ils arrivent au Canada. Ils sont accueillis par des Canadiens. Par des Canadiens. Puis là, ils pensent qu'ils ont comme le choix quand ils vont pour travailler. Ah, ben moi, je peux choisir ma langue. Est-ce que je peux aller en français ou en anglais? Parce qu'on est au Canada. Donc, en ce moment, il y a le multiculturalisme canadien qui est très séduisant pour les immigrants. Et il y a le discours nationaliste identitaire un peu plus fermé qui est pas sexy du tout pour les jeunes immigrants, même francophones. Il y a un autre discours que moi j'ai envie puis que je veux porter, puis c'est vrai qu'on l'entend pas souvent, c'est le discours indépendantiste d'ouverture et d'inclusion qui était l'héritage du Parti québécois dans les années 70. Dans les années 70, moi j'aurais été péquiste full pin.
Donc, fait que ce moment-là, tu sais, c'était comme un... Fait que je veux juste revenir à Oui Québec. Péquiste full pin. Enfin, voilà, tu choisis ton titre, il y en a comme 3 là, en ce moment. Là. Trop. Tu me sors plein de bons calls. C'était même pas réfléchi, je le fais naturellement. Ben, fait que pendant le Oui Québec, là, pendant le balado où je salue ceux qui ont fait l'entrevue, les animateurs. moi, je voulais comme faire une pique. J'étais vraiment comme fâchée contre le Bloc québécois quand ils ont sorti ça. J'ai dit le NPD parce que je pensais, par exemple, à une Nima Machouf. C'est la deuxième partie de la question. Oui, c'est ça. Mais je pensais, par exemple, à une Nima Machouf. Nima Machouf, qui habite dans mon comté, qui s'est présentée à 2 reprises pour le NPD. Et savez-vous quoi? Nima est indépendantiste. Puis dans le NPD des indépendantistes. Exactement. Mais c'est un parti Pierre qui Nantel, traduit pas ça, Pierre Nantel, qui a été candidat pour le Parti québécois et il n'a pas juste été candidat pour le NPD comme Nima. Lui a été député pendant de nombreuses années. J'ai jamais entendu bafouer ça. Il y a aussi Madame Moore. En Abitibi-Témiscamingue aussi, qui a été député du NPD qui s'est présenté. Donc, mais il y a une chose importante, ce n'est pas au fédéral qu'on va faire l'indépendance du Québec. C'est pas là que ça va se passer. Donc, c'est vrai que le NPD, là, je veux dire, toute leur politique et tout ça vont à l'encontre de ce que Québec solidaire veut faire. Totalement. Fait que ça va à l'encontre. Tout ça, c'est logique. Mais les gens, quand ils votent au fédéral, là, c'est pas indépendance ou fédéralisme. C'est comme pas là. Puis moi, je pense à des gens comme Nima, que j'aime beaucoup, qui est là-dedans, qui est indépendantiste. C'est comme une confusion. Puis on est tous confus au Québec parce qu'on n'est pas indépendantiste. Puis pour moi, l'indépendance... On n'est pas indépendant. Donc, on n'est pas indépendant, pardon. Et pour moi, l'indépendance, c'est vraiment une façon pour l'unité. C'est une façon d'unir. C'est pour l'unité nationale. Je suis d'accord. Puis en ce moment, le discours qu'on tient, on dit que les immigrants, ils vont arriver, puis c'est ce que M. Legault disait, puis même aussi le chef du Parti québécois, puis SPP disait, mon Dieu, si on a beaucoup trop d'immigrants et tout ça, il va y avoir comme des problèmes sociaux et tout ça. Mais moi, je veux dire, on est dans un endroit pacifique au Québec. Tu parles par rapport à Roxham, là, quand tu dis ça? Parce que moi, j'entends rarement ce discours-là. Là. Moi, je l'ai entendu par rapport à Roxham, puis là, il faut vraiment pas tout mélanger. Là. Encore une fois, c'est comme on l'a eu, l'addition tantôt, on ne le refera pas. Parce que sinon, j'entends pas. T'es-tu correct, là? Il fait-tu froid? Non, je suis correct. Parce que tu sais, oui, OK, je comprends que tu as dit qu'en élection, il y a eu quelques propos là, que tu te demandais à un moment donné, là, est-ce que c'est stratégique ou c'est simplement des erreurs malheureuses? Je veux pas porter d'intention à personne. Mais c'est parce que ça se répète tout le temps. C'est tannant. C'est tout le temps. C'est pas comme un discours épisodique. C'est constamment. Puis moi, vraiment, là, faudrait lire Francis Boucher... l'indépendant. Je me rappelle plus du titre, mais Francis Boucher, il a écrit un livre, là. Puis lui, il a parlé de ça, de cette coupure. Il a parlé avec des immigrants. Il y en a qui sont indépendantistes, il y en a que non, qui ont dit qu'en 2007, puis la Charte des valeurs en 2014, il y a eu comme une coupure, puis ça fait longtemps que ça dure. Puis moi, je veux porter la responsabilité aussi de dire, mais il y a un autre discours, peut-être qu'on n'entend pas, qui est l'indépendance portée par Québec solidaire, qui est ce pont entre la majorité, les minorités qui arrivent, pour qu'on ait un discours sexy, puis c'est ce discours-là, puis c'est l'indépendance, d'en parler, parce qu'en ce moment, on a le multiculturalisme canadien qui est sexy puis qui attire, puis on a aussi le nationalisme fermé, alors qu'il y a une autre vision de l'indépendance que je porte. Je trouve sévère, le nationalisme fermé, comme si c'était vraiment si noir et blanc que ça, sans un mauvais jeu de mots, mais mon point, puis là, ça m'amène à ma prochaine question, puis je trouve ça terrible parce que, tu sais, t'as un regroupement transpartisan qui s'appelle Oui Québec, qui fait la promotion de l'indépendance, qui veut réunir les indépendantistes. Ils se font un balado, ou ils commentent un balado, puis là, ça se retrouve à être une tribune où les indépendantistes se chicanent. C'est terrible. Est-ce que, s'il y en avait un référendum, est-ce qu'on pourrait voir le PQ et Québec solidaire sur la même tribune pendant la campagne référendaire? Bien, on l'a vu en 1995, on a vu Françoise David était dans le mouvement des femmes, qui était dans le mouvement indépendantiste. Il y avait Lucien Bouchard, qui était un conservateur. Donc, il va y avoir un camp du oui. Ça, c'est sûr. Puis moi, j'aimerais ça qu'on ait des débats, pas de la chicane. Moi, j'avais pas l'intention de me chicaner. Puis, je sais pas, il y a des gens qui avaient envie de se chicaner. Puis, il y a des gens qui ont été heurtés. C'est ce que j'ai compris. Ben, moi, je suis souvent heurtée à tous les jours quand on dit Québec solidaire n'est pas indépendantiste parce qu'on n'en parle pas de la même façon que certaines personnes. Et en ce moment,
ce que les gens, comme je parle des jeunes francophones, immigrants qui sont ici, qui se sentent exclus par le discours francophone, qui fait qu'il les met dans les bras, il les jette dans les bras de Trudeau, du multiculturalisme, ben c'est ce discours-là qui fait mal au Québec, c'est ce discours-là qui fait mal aux Français. Et il y a un autre discours plus rassembleur parce qu'en ce moment, on est comme en concurrence avec le multiculturalisme canadien. Fait qu'on peut pas... Il faut qu'on ait un autre discours plus attractif. Et c'est ce discours-là que je veux porter. Et je veux le dire, Québec solidaire ne le fait pas assez. Puis là, je veux pas me chicaner. On le fait pas assez. Tu parles pas assez la QS parle pas assez d'indépendance. Non, alors qu'on a... On n'avait pas parlé beaucoup là, pendant l'élection. La partielle qui vient de se terminer. On n'en a pas parlé beaucoup dans l'élection générale. On en a parlé un peu, puis on le dit tout le temps. Et à chaque élection, on en parle tout le temps. Mais moi, j'ai envie d'en parler encore plus parce que c'est un projet porteur et où on a l'impression, comme vous dites, notre monde est polarisé. Je trouve ça drôle que tu me vois, mais continue. Ah, oui, c'est drôle. Mais c'est une habitude, oui. Puis je représente pas un groupe en ce moment. Je sais. Juste moi. Je sais. C'est une habitude de vous voyez. Mais j'ai pas l'habitude. Oui. Puis ça me fait toujours drôle parce que le monde me dit hey, tu tutoies les députés. Comme tu reçois des ministres, tu les tutoies, gros. Je sais pas, ça fait un peu partie de moi, mais là... oui, mais moi, je fais ça, mais je sais pas pourquoi je vois. Mais continue ce que je voulais pas te faire perdre ton idée. On est dans un monde polarisé. Pour ou contre, avec ou sans. Mais on dirait que tu j'aimerais joues ça un petit être... peu le jeu de la polarisation quand même là, dans ce contexte-là. Là. Puis je le dis en toute... mais c'est le débat. Débattre, hein? C'est-à-dire c'est important de débattre, de ne pas être d'accord. Puis ça, moi, j'aime ça. Au contraire. Puis vois-tu, puis je pense, moi, je me sens, honnêtement, je vais te le dire franchement, je me sens beaucoup plus proche du Parti québécois que de Québec solidaire. Tous ceux qui écoutent les engagés publics le savent. Là. Je suis pas en train de révéler je fais pas une grande révélation. Puis je me dis, tu sais, on convainc jamais. Puis tout ce que tu dis là j'adhère à 100 000 à l'heure. C'est ça. Moi, en fait, je pense que c'est la façon de réussir. Puis écoute, quand je t'entends dire que l'indépendance est la façon justement d'aller chercher une espèce de régler ces problématiques-là, j'adhère encore plus, j'applaudis de tous mes mains. Mais là, comment on peut tendre à ça si on passe notre temps à avoir la discussion, justement, qui polarise? Parce que si tu nous... De la façon que tu m'en parles en évoquant le souhaitable et puis la meilleure façon de l'amener, puis en m'amenant un argumentaire qui nous le démontre, je trouve ça intéressant. Par contre, on n'a jamais convaincu personne en les insultant. Puis des fois, les gens se sentent insultés là-dedans. Fait que comment on peut éviter ça? Ben moi, ce que je disais dans la balado que tu n'as pas écouté, hey, là, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. La honte, mais il y a plein de gens... Non. C'est moi qui ai amené le sujet en plus. Non, c'est pas un reproche. Mais il y a plein de gens qui regardent quelques extraits. Puis c'est correct. Là, je suis pas en train de dire j'ai été mal cité. Mais ça, pas du tout. Moi, j'assume. Mais je suis au-delà du balado. Là, exact. Mais c'est parce que je vais répéter. Oui. Attends, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu comme mon idée. T'allais me dire... c'est ça, le nombre de fois, ça m'arrive. T'allais me dire, OK, je te disais que... tu sais, quand on prend le temps... Ah oui, là, je l'ai retrouvé. Parfait. Je vais la dire. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est qu'il y a toutes les... Il y a l'indépendance, puis après ça, il y a toutes les façons de porter ce projet-là qui peut être différente. Il n'y a pas des gens qui ont le monopole de dire nous, on est indépendantistes, puis c'est comme ça qu'on le porte, et nous, on est les vrais, puis vous autres, vous n'êtes pas vrais. Les Oui Québec, moi, j'adore ça. Il faut que l'indépendance, elle ne va pas se faire juste avec les partis politiques. Il faut absolument que la société civile embarque, un peu comme en Catalogne, où le mouvement civil, de la société civile non partisan, est très, très fort. Là, j'oublie évidemment son nom, mais le chef, si on veut, là, ou le porte-parole du mouvement, un peu comme leur Oui Québec là-bas, ben, c'est un mouvement qui est très important, qui regroupe plein de gens. Il y a plein de membres. Et la société civile, faut qu'elle porte le projet, pas uniquement les partis. Mais les partis, il faut qu'ils existent. Mais en fait, on aime la démocratie. Il y a plusieurs façons de porter l'indépendance. Et en ce moment, c'est comme ça qu'on porte l'indépendance. Ça, c'est la Bible. Puis après ça, sinon, t'es un païen. Ben non, il y a d'autres façons. C'est très religieux. Païen. Écoute, c'est parce que... C'est mon mot préféré à la vie, païen. C'est un mot que j'utilise régulièrement tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais attends. OK.
L'impression que ça me donne un peu, puis c'est ça, là. C'est comme s'il y avait... Parce que là, il y a la réalité des partis politiques. Donc, sur la base de l'indépendance, puis là, tu vois, le discours, c'est super intéressant, puis on est capable de s'entendre sur un ensemble. Puis je parle pas de moi puis toi, là. Je parle les indépendantistes. Mais est-ce que QS, et peut-être qu'on a la même chose au PQ, ben, fort probablement, on se sent obligé d'une part et d'autre, parce qu'il y a cette pression-là de gagner aussi en politique, de justement ne pas rester sur le discours rassembleur et de picosser sur nos différences parce qu'on a des votes à aller chercher. Autant chez QS qu'au PQ. Toi, tu es à QS, donc je te demande pour QS. Tu sais, pour vrai, là, moi, je pense que c'est comme un petit peu la première fois que je dis quelque chose sur le PQ. Tu sais, moi, c'est pas le PQ qui est au gouvernement, ils sont 3, là. Puis même à la dernière législature... Oui, mais ils vont l'être en 2026. Puis même à la dernière législature, on en parlera. Mais même à la dernière législature, jamais, là, le nombre de pics... Moi, j'étais sur le projet de loi 96 que Pascal Bérubé faisait, puis je veux dire, c'est pas grave. C'est normal, c'est la joute politique. Moi, j'avais un gouvernement... Pascal est particulièrement craqué là-dessus, c'est genre la petite pique-là. Non, mais comme tout le temps, là, pendant 4 ans, moi, j'ai jamais... Parce que c'est le parti au pouvoir là, qu'on critique. On est le parti d'opposition, pas de l'autre parti d'opposition. On est le parti d'opposition en face de la CAQ. Puis ça a toujours été ça. Là, cette fois, j'ai voulu, comme juste... C'était une question que j'ai eue dans une balado où j'ai juste voulu dire, ben cette vision-là qui est différente, elle a le droit d'exister. Donc, mais moi, je l'aime pas. C'est tout. Moi, je veux que les gens me disent, Ruba, le Québec solidaire est indépendantiste, puis la façon que vous portez l'indépendance, j'aime pas ça. Parfait. C'est pas, hey, vous êtes pas des vrais indépendantistes, vous êtes il y a comme tout un complot. Mon Dieu. Donc, est-ce que. Moi, j'aime les débats, pas la chicane. Puis j'étais en train de débattre, pas en train de me chicaner. Exactement. Finalement, je pense que ça, c'est un beau constat. Finalement, c'est pas tant de la chicane que c'est du débat. Parce que même ce que Mégane soulève, à la limite, on pourrait à la limite dire que c'est elle qui cherche à faire du gain politique. Non, moi, je l'aime, Mégane, puis c'est bien, c'est normal. Elle n'est pas au Parlement, fait que c'est sûr que, on le sait, nous, on l'a vécu. J'aurais fallu que je vous ai les deux ici pour en jaser, ça aurait été merveilleux. Mais on peut en parler dans un café, toute seule. Je veux dire, on n'a pas besoin de... Mais tu penses-tu? Je pense pas que c'est personnel. Je le fais souvent. C'est des idées qui étaient ennemies, c'était pas des trucs personnels. Mais, tu sais, je l'ai... Tu sais, c'est pas... Elle, j'ai jamais entendu tenir aucun discours ou, tu sais, c'est pas ça. Tu sais, le Parti québécois, c'est une coalition aussi, là. Puis à un moment donné, il y a une tendance qu'on voit plus qu'une autre. Hey, ça fait 1 heure qu'on parle. Mon Dieu, quand on a du plaisir. Un bus à... Ah non, ouais. On est quand même... on est quand même... Faut que j'y pense, là. Je peux pas juste... on fait un balado de 3 heures. On fait un balado de 3 heures. Personne ne va l'avoir entendu. Ben là, rendu qu'on est là après 1 heure, ça se pourrait qu'on ait moins d'auditeurs déjà. À moins que tu sortes des extraits. Tu mets ça dans nos chambres d'écho. Je vais faire un TikTok avec juste le bout, des bouts qui mettent de l'huile sur le feu, là, puis on va starter ça encore plus. On va faire cette chicane-là. Débat démocratique. Moi, je viens de pays non démocratiques. Puis là-bas, ça chicane pas. Ouais, c'est ça. C'est une chance. Chargé du dossier. Ah, en fait, non, je veux que tu me parles de Mercier. Oui. C'est quoi les grands dossiers dans Mercier? Là, en ce moment, il y en a un. Il y a un bâtiment, c'est un entrepôt Van Horn, qui est comme à la limite du Myland. Ouais, Van Horn. Non, mais pas le café. C'est sur la rue. Et il y a un bâtiment qui est maintenant désaffecté. Ça a été un bâtiment, un entreposage là, de l'époque industrielle du Myland. Okay. Et c'est dans un endroit un peu enclavé. Là. Il y a un viaduc avec le chemin de fer et tout ça. Fait que là, c'est un bâtiment où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis là, les citoyens, il y a une mobilisation citoyenne pour dire, faut pas que ça aille parce que ça appartient à un privé. Puis là, il y a une consultation de la part de dans l'arrondissement pour dire, est-ce qu'on fait de l'habitation? Là, ils disent, ouais, mais il y a un chemin de fer depuis Mégantic. En tout cas, il y a tout un débat public où les gens ont envie de s'approprier les espaces. Il y en a de moins en moins, surtout dans les quartiers centraux de Montréal. Fait que ça, c'est très, très important. Les citoyens du Myland, c'est des gens très, très impliqués. Puis je sais que l'arrondissement aussi est à l'écoute. Donc, ça, je suis ça de proche. Évidemment, Airbnb est partout. À chaque fois qu'on parle de Airbnb, c'est partout, même dans les régions, beaucoup les régions touristiques. Mais sur le plateau, là, c'est
incroyable. C'est un fléau. Ça coûte extrêmement cher. Tu sais, le logement, il y a des logements sociaux un peu, mais il n'y en a pas de nouveaux qui se construisent. Il y a plein de projets, mais pour se construire, ça prend comme 20 ans. Fait que ça, le logement, là, où ça s'est ultra gentrifié, le plateau, mais il y a quand même des poches de gens qui vivent plus dans la pauvreté et, je veux dire, ça tout leur coûte cher. Fait que l'inflation, le logement, ça, c'est vraiment important. C'est ça dont on entend parler au bureau du Ah bureau oui, de comté. ben oui, moi, je vis là. Tu sais, c'est mon quotidien. Tristan, les dossiers des fois qu'on reçoit en bureau de comté, on en parle beaucoup aux engagés publics. J'ai la chance justement de parler avec beaucoup de politiciens et beaucoup de personnel de cabinet et des gens qui travaillent en comté. Puis les gens qui travaillent en comté, là, ils trouvent ça dur. Là, dans le sens où, pas dur que c'est un travail qu'ils n'aiment pas, mais dur parce qu'ils sont confrontés à beaucoup de misère, beaucoup de désespoir. Totalement, exactement. Un peu comme les psychologues, à un moment donné, il faut qu'ils prennent une pause parce qu'ils reçoivent plein de gens désespérés et tout ça, les enjeux d'itinérance. Puis souvent, quand les gens viennent nous voir, sûrement que les autres députés te l'ont dit, souvent c'est des gens qui ont frappé à plein de portes, puis là, ils tombent en deux trous, puis quelqu'un lui dit « Hey, t'as-tu pensé à aller voir ton député? » Souvent, les gens ils disent « Ben, mon député, il doit avoir d'autres choses à faire que s'occuper de moi-même. » Mais en fait, c'est qu'on a un budget avec des employés. Moi, j'ai 3 employés, 4, une personne à temps partiel, pour s'occuper de ces cas-là, parce que moi, je peux pas être là tout le temps. De gens, j'ai un budget, j'ai de l'argent, j'ai des personnes qui sont là juste pour travailler de façon pas partisane pour des enjeux comme ça. Dans ce contexte-là, tu peux pas te le permettre. C'est l'humain, là. Ça serait J'interpelle des fois, par exemple, des ministres. Personne n'en entend parler dans les médias. Tu sais, comme 90% de notre travail, à peu près, là, peut-être des fois moins, des fois plus, et dans l'ombre. Puis je vais parler avec un ministre pour lui parler d'un cas. J'ai un CPE aussi dans mon bonne comté. Réception? Quand tu vas voir un ministre pour une question, justement, une exception ou une question particulière, quelque chose qui s'est rendu. Quand c'est rendu au bureau souvent, c'est parce qu'ils ont essayé plein d'autres. Ils ont essayé dans le réseau ce qu'on leur propose, puis qu'il n'y a plus rien qui fait. Fait que là, ils vont directement voir leur député. Quand tu en prends un cas comme ça, puis tu l'amènes au gouvernement de par ta position, est-ce que tu sens que tu as de l'écoute? Oui, moi personnellement, c'est sûr que ça dépend des ministres. Des fois, moi, j'ai eu plusieurs dossiers aussi. Là. J'ai pas eu juste ceux que tu as nommés au début. Fait que j'ai vu plusieurs ministres, puis chacun sa personnalité. Mais souvent, la grande majorité du temps, ils écoutent. Est-ce qu'après ça, ils agissent? Des fois, oui, parce que des fois, les ministres ont un pouvoir discrétionnaire pour permettre quelque chose qui, peut-être, dans la loi, n'est pas tout à fait permis et tout ça. Des fois, ça va marcher. Sans dire permis. Oui, c'est ça. Des fois, ça marche pas, mais on essaye d'aider autrement. Ils ont aussi des gens dans leur cabinet pour s'occuper. Tu sais, des fois, je parle au ministre, puis après ça, il me réfère à quelqu'un dans son cabinet avec qui je parle ou mes attachés parlent pour vraiment régler le dossier, tu sais, pour pouvoir le suivre. Fait qu'il y a une écoute. Moi, je vois une écoute. Après ça, les solutions arrivent pas tout le temps, mais c'est pas toujours des dossiers politiques. Des fois, ça peut le devenir. Écoute, ça, c'est vraiment extraordinaire aussi de sentir, de pouvoir faire cette différence-là. Puis moi, des fois, je dis à mes attachés, parlez-moi, tu sais, des dossiers citoyens, c'est comme ça qu'on les appelle, que vous avez. Quelle personne? Puis là, ils m'en parlent parce que moi, je peux pas être présente tout le temps au premier plan. Puis tous les dossiers ne viennent pas à moi. Background? Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Oui. Ça, c'est le travail de comté, c'est un autre monde par rapport au travail à l'Assemblée nationale. Puis souvent, il y a des députés qui sont plus Assemblée nationale, plus travail de comté. Moi, j'aime les deux. C'est l'alternance, c'est de changer que j'aime. Est-ce que c'est un remède, justement, pour te sortir un peu de la bulle, du danger de la bulle de la colline? Le danger de la bulle, je le sens constamment présent. Je suis extrêmement consciente qu'on est dans une bulle, extrêmement consciente qu'on peut se perdre dans cette bulle puis être déconnecté. Et c'est pour ça que j'aime être sur le terrain. Moi, je suis une fille de shop, d'usine. J'étais pas juste dans mon bureau. J'allais faire des inspections, regarder les employés, s'ils portaient leurs équipements de protection individuelle, tout ça. Je faisais des formations. Puis même aujourd'hui, je retourne même pas à Montréal. Je m'en vais à Trois-Rivières, rencontrer des gens, pas juste des membres de Québec solidaire, mais aller dans des écoles. Tu sais, moi, je porte le dossier éducation, mais je veux pas juste le comprendre en faisant ma revue de presse ou en parlant, en chauffant mon siège à l'Assemblée nationale. J'ai besoin d'être sur le terrain dans des écoles, rencontrer des profs, rencontrer du monde impliqué là-dedans. Ça, c'est très important pour rester connecté comme élu. Écoute, je suis en train de refaire le tour parce que il va falloir que je te laisse aller à un moment donné. Oui. Mais ouais, non, cette question-là, j'avais vraiment envie de te la poser. Ça a été quoi le moment le plus marquant de ta carrière politique jusqu'à présent? J'ai de la misère à choisir ça, puis j'ai aussi pas une grande mémoire. Mais peut-être la pandémie.
le début où on était dans l'inconnu, là. Ouais. Où il fallait qu'on reste à la maison. Le moment où je quittais, j'étais dans l'autobus. Moi, je prends l'autobus pour aller Montréal-Québec. Et quand il y a eu le point de presse, puis on s'en allait en semaine de comté, puis là, j'ai eu ce point de presse-là, puis là, je regardais tout fermé, telle affaire ferme, tu sais, dans le fil des journaux. Puis je dis, OK, il y a quelque chose qui se passe, là. Puis ça a été un moment marquant. Puis après ça, j'ai jamais autant... Ben, on travaille tout le temps, mais j'ai pas arrêté de travailler, même si j'étais chez moi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'étais plus encore en contact avec des dossiers citoyens. Telle personne qui arrivait encore plus. Je faisais quasiment le travail d'attaché politique encore plus, où je relayais ces cas-là dans plusieurs cantons. On s'est tout organisé pour centraliser un peu ces cas-là. On avait une porte, quelqu'un du bureau du premier ministre qui les recueillait pour savoir c'est où les trous et tout ça. Puis ça a été un moment marquant, même si on était détachés tout le monde. Mais on avait comme conscience qu'on vivait tous quelque chose de commun. Ouais. Ouais. En fait, ouais, ça a fait... On a senti le... je pense qu'on est tous devenus un peu plus conscients de l'importance de la collectivité, où on a l'individualisme a un peu fait place à... on a senti le besoin de se serrer les coudes. Ouais. Ça a duré. Oui, avant qu'après, je sais comment on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. On a la mémoire courte. Mais c'est le fun, aujourd'hui, on se le remémore. Oui. Puis, on voit quand même qu'on a tiré des apprentissages de tout ça. J'en aurais plein de questions. Ce que je vais faire, on va juste te réinviter. C'est ça qu'on va faire. Ben oui. Absolument. Avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup, Ruba Gazal, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été absolument fascinant. Ça a été comme un coup foudroyant. On s'est assis, puis ça a été... Écoute, à un moment donné, je me suis rendu compte que je suis en train de crier. Mais je trouve ça fascinant, donc merci. Ben merci. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié le moment comme moi, on est choyés. Donc, il y en a plein d'autres, des discussions comme celle-là, hein, avec différents politiciens sur nos différentes plateformes. On est sur SoundCloud, on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon, YouTube, Facebook. Toutes les grandes plateformes américaines. Yeah! Écoute, on fait ce qu'on peut. Mais tout ça pour dire que vous êtes les bienvenus. Allez découvrir nos autres entrevues. Puis c'est Denis Martin qui est au micro. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve pour un prochain épisode.